Donc bonjour et merci de votre présence à cette soutenance qui va porter sur le développement du pouvoir d'agir dans la relation d'accompagnement. Donc après une brève présentation de mon parcours professionnel, je vais revenir avec vous rapidement sur le travail d'accompagnement que j'ai mené au cours du stage et sur la réflexion que j'ai développée. Ensuite, je mettrai l'accent sur la posture professionnelle d'accompagnement au développement du pouvoir d'agir, sur laquelle j'ai réfléchi, que j'ai également essayé d'appliquer dans ma pratique. Je mettrai l'accent donc sur cette posture professionnelle au développement du pouvoir d'agir. Ensuite, je parlerai bien sûr des limites de ce travail de recherche, de son originalité également. Et je conclurai sur les applications possibles de ce travail, et en tout cas sur l'enrichissement professionnel aussi qu'il m'a apporté. Bon, tout d'abord, je me présente. Donc, Anne Lepaillard, j'ai 49 ans. J'ai exercé jusque-là le métier de documentaliste informatrice dans le réseau Information Jeunesse Bretagne, donc durant presque 20 ans. Dans ces fonctions, j'ai accompagné de nombreux jeunes dans leur recherche d'informations, dans leurs projets. Donc souvent, une première étape est à l'apprentissage de leur autonomisation. Donc cette licence professionnelle MF2I en formation adulte a représenté pour moi l'opportunité d'approfondir ses compétences en accompagnement, formation. Il y avait également l'envie effectivement de revenir aux questions liées à l'égalité femmes-hommes en insertion professionnelle. Donc c'est pourquoi effectivement, j'ai souhaité réaliser mon stage au CIDFF 35, Centre d'information droits des femmes et des familles. Et donc, lorsque je suis arrivée sur ce terrain de stage, la directrice Régine Lépinet m'a proposé de travailler sur une expérimentation d'accompagnement en entreprise. Cette conduite donc de projet dans 2 entreprises du bassin d'emploi rennais a porté sur la thématique de l'articulation des temps et de l'égalité professionnelle, dans le but de développer, de faire en sorte que le groupe de travail qu'on accompagnait développe des pratiques, des bonnes pratiques et des actions pour mieux concilier leur temps de vie. Donc ce premier volet de mon stage a constitué effectivement un premier axe d'accompagnement, un accompagnement collectif. Le deuxième volet du stage a porté sur le cœur de métier de la structure, donc l'insertion socio-professionnelle. Donc, durant 6 mois, j'ai accompagné une femme dans son projet de retour à l'emploi en agriculture. Et dans cette conduite de projet au projet individualisé, donc l'accompagnement individualisé, j'ai expérimenté la relation d'aide professionnelle pour faire agir une personne dans son projet professionnel, mais également dans son projet de vie. Donc, en mettant en parallèle ces 2 expériences d'accompagnement, je me suis questionnée sur comment faire agir une personne, donc autrui, soit un groupe de personnes, soit une personne, en accompagnement de projet. Cette question a fait sens avec ce que je cherchais à éclairer dans la relation d'accompagnement. En effet, en situation de formation, accompagnement, on est bien souvent donc dans une posture où on cherche à inciter autrui à agir pour son besoin d'évolution ou de changement. L'objectif pédagogique de développement professionnel et personnel des collectifs ou des personnes est certainement ce qui me motive dans ce métier de formatrice accompagnatrice. Je suis donc partie à la recherche d'une posture professionnelle cherchant à favoriser l'agir chez autrui. Donc sur le terrain, je me suis aperçue qu'il peut y avoir dans les dispositifs d'insertion une injonction au projet d'autonomie des personnes dans un but strictement de retour à l'emploi. J'ai fait également le constat qu'en insertion, les personnes accompagnées sont souvent appréhendées en fonction de leurs présupposées carences. Cette vision des professionnels ne leur permet pas toujours ou ne permet pas toujours aux personnes accompagnées de pouvoir développer leur confiance en elles-mêmes.
Donc ce paradoxe de l'injonction au projet d'autonomie, j'ai effectivement voulu travailler sur, on va dire, cet aspect important justement de l'accompagnement de projet. Je l'ai vérifié aussi en conduite d'accompagnement collective. C'est-à-dire que dans la structure dans laquelle nous étions, nous avions une expérimentation avec un cadre formel à respecter. Il y avait des attentes en termes de temporalité, en termes d'objectifs à atteindre. Et par contre, il fallait effectivement proposer cette expérimentation sur un terrain où les salariés avaient également leurs propres attentes par rapport à leurs propres problématiques. Donc il a fallu être très vigilant à justement tenir compte des projets, des groupes, et bien sûr en accompagnement individualisé au projet de la personne elle-même. Donc à travers mes lectures, j'ai découvert le concept et la démarche dite du DPA, donc développement au pouvoir d'agir. C'est une méthode qui vient des États-Unis, donc, dont on entend parler le plus souvent sous le terme d'empowerment. Et donc ce terme d'empowerment a été traduit par un chercheur québécois en sciences de l'éducation qui s'appelle Yann Lebossé, qui a développé cette méthode dite du DPA. Et donc je me suis emparée de cette méthode pour essayer effectivement de l'appliquer sur le terrain en accompagnement individualisé et en accompagnement collectif. Donc pour l'instant, en France, cette méthode a été principalement utilisée dans le champ des pratiques sociales, donc par des travailleurs sociaux, pour effectivement permettre à des personnes de dépasser leurs obstacles par rapport à leurs difficultés sociales. Donc en partant d'un modèle théorique, j'ai cherché à produire une pratique d'accompagnement qui développe un pouvoir d'agir chez autrui. J'ai mis en évidence que lorsque l'on veut favoriser une pratique d'accompagnement qui développe le pouvoir d'agir d'autrui, il faut appuyer en particulier sur 5 éléments. Donc ça a constitué en quelque sorte mes hypothèses que je suis allée vérifier donc sur le terrain en analysant la pratique des conseillères en insertion que j'ai interviewées, donc 4 conseillères en insertion, et j'ai analysé ma propre pratique avec un regard réflexif, avec cette grille de lecture donc, du DPA. Donc les 5 éléments que j'ai mis en évidence, donc le premier, c'est donc une posture professionnelle incitative mais en retrait. Donc il s'agit de ne pas faire à la place d'eux mais avec la personne. Donc c'est une posture qui développe un agir émancipatoire chez la personne parce qu'elle la met en action. Donc ça permet à la personne de développer ses propres savoirs d'expérience. Ensuite, le deuxième élément sur lequel que j'ai validé, c'est la négociation de la définition du problème et du changement visé avec la personne ou le groupe. Alors ça signifie qu'en fait, dans l'identification du problème des personnes ou des groupes, il faut laisser le groupe et la personne identifier au maximum son problème pour une meilleure application et une mise en mouvement des personnes dans leur projet. Ensuite, le troisième levier donc, favorisant cette posture, c'est l'analyse de la situation de la personne ou du groupe en tenant compte des composantes internes et structurelles, ce qu'on peut appeler les freins et les ressources, et structurelles, donc tout l'environnement des personnes ou des groupes. Donc en entreprise, c'était donc avoir au maximum un regard circulaire sur la situation pour tenir compte de tous les éléments donc, de l'environnement de l'entreprise. Et notamment, lorsqu'on travaille en entreprise, il faut avoir la présence d'esprit de tenir compte de l'absent, qui est de toute façon ce qu'on appelle le tiers intervenant. C'est
c'est donc la direction et les enjeux de la direction. Même si effectivement, pour notre part, on a essentiellement accompagné un groupe de salariés. Le troisième levier favorisant cette posture au développement du pouvoir d'agir, c'est... pardon, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Donc je passe au quatrième point. C'est la temporalité de l'accompagnement de projet qui est à adapter au sujet et au projet des personnes ou des groupes accompagnés. Ça signifie qu'effectivement, il y a une temporalité, enfin un équilibre à trouver entre la temporalité du projet d'accompagnement, l'expérimentation ou le dispositif dans lequel on se trouve. Souvent, il y a un début, une fin. Et puis, cette temporalité qui est propre à chaque groupe ou à chaque sujet et qui est une temporalité dont il faut prendre conscience, qui est nécessaire à la maturation du projet si on veut favoriser effectivement des changements. Et enfin, le cinquième élément qui m'a paru important pour développer le pouvoir d'agir des personnes et des groupes, c'est pour vraiment consolider des effets transformateurs, c'est donc appuyer sur une démarche conscientisante. Ça signifie qu'il faut au maximum amener les personnes et les groupes à une prise de conscience, une réflexion critique pour bien identifier les obstacles et leur permettre de bien analyser les situations. C'est ce qui va permettre en fait aux personnes et aux groupes de faire un transfert de connaissances pour une transformation durable. Donc après l'exposé un petit peu de ce travail concret que j'ai mené donc sur le terrain et que j'ai analysé aussi dans mon mémoire, je vais vous parler bien sûr des limites de mon travail. Donc je n'ai pas vérifié en fait ces hypothèses du côté des personnes accompagnées en réalisant par exemple une enquête large. Je n'ai pas fait d'interview ou d'enquête auprès des personnes accompagnées elles-mêmes. La raison tient au fait que la démarche DPA est une démarche que j'ai modélisée, qui est restée relativement quand même à l'état théorique, même si j'ai cherché à l'appliquer sur le terrain. Les conseillères en insertion du CIDFF 35 ne l'appliquent pas en tant que telle. Leur pratique est cependant proche de ce modèle, comme je l'ai montré dans mon analyse. Je pense également qu'il y a une limite que j'ai bien ressentie également, c'est que cette méthode d'accompagnement, bon, moi je m'en suis appropriée d'une manière théorique, et elle nécessite, enfin c'est une méthode pragmatique, donc elle nécessite de s'entraîner, enfin de réaliser un stage pour bien s'en approprier et puis également s'entraîner à la mettre en pratique. Cependant, donc, j'ai essayé d'apporter donc ce nouvel éclairage à la relation d'accompagnement. C'est effectivement un concept et une méthode qui pour l'instant est utilisée en travail social, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc sur le champ des sciences de l'éducation, elle serait tout à fait pertinente. Elle fait d'ailleurs résonance avec pas mal d'écrits, de théories, d'analyses d'auteurs sur le champ des sciences de l'éducation, notamment Maëla Paul et Jean-Pierre Bottinet qui ont mis en avant également cette relation de l'accompagnement. Je me suis d'ailleurs beaucoup appuyée aussi sur leur éclairage pour dégager, donc, enfin pour me saisir de cette pratique de l'accompagnement. Donc j'ai vu beaucoup de résonance entre ces auteurs et les auteurs de la démarche DPA. Donc cette démarche me semble tout à fait pertinente dans une pratique d'accompagnement, en tout cas en insertion socio-professionnelle. Donc là, je vais parler un petit peu de l'opérationnalité du travail que j'ai mené. Cette approche permet en effet de trouver des solutions à des situations d'impuissance, de créer les conditions pour que les personnes puissent agir pour dépasser leurs obstacles. Et moi, je trouve qu'il serait pertinent que le CIDFF
s'y intéresse, comme outil pour permettre d'optimiser les pratiques d'accompagnement. C'est une structure qui a déjà un référentiel des pratiques. C'est vrai que dans chaque structure, c'est intéressant de remettre, on va dire, en question les pratiques et de de permettre également de les enrichir. Donc c'est une méthode parmi d'autres qui peut permettre effectivement d'optimiser ces pratiques. Elle opère autant en accompagnement individuel qu'en accompagnement collectif. Et donc, de par cette dimension systémique dont j'ai parlé, et donc elle peut représenter aussi un référentiel pour des conduites de projets en entreprise. C'est une méthode qui peut être utilisée en support, en atelier d'analyse et d'échange de pratiques. Autre espace qui permet aussi, dans une structure, de faire de l'analyse de pratiques et d'optimiser ces pratiques d'accompagnement ou de formation. Pour ma part, ce travail de recherche sur l'accompagnement que j'ai mis en œuvre sur le terrain et analysé de façon théorique a enrichi ma pratique professionnelle. J'ai développé en effet de nouvelles compétences qui vont me servir dans l'immédiat, dans mon actuel travail d'accompagnatrice auprès des jeunes. Je suis revenue dans mon emploi précédent, mais riche de tous ces nouveaux apports. J'ai trouvé une posture professionnelle en accompagnement qui me convient, qui convient à mon éthique personnelle, parce qu'elle respecte la place et le projet d'autrui. Elle permet effectivement de laisser à la personne la possibilité de développer ses propres capacités, de faire avec ses savoirs d'expérience. Le professionnel n'est pas dans une situation, on va dire, d'expert qui apporte la solution, mais au contraire se met dans une position de développer les ressources chez autrui. J'en arrive à la conclusion que cette relation d'accompagnement au DPA est une conduite relationnelle qui active les ressources d'autrui pour l'amener à réaliser ses propres changements. Le professionnel donc se positionne avant tout en passeur, en médiateur, pour développer une auto-formation des apprenants. Cette vision pédagogique, en fait, active, a constitué d'abord pour moi une remise en question et un renouvellement dans la suite de mon parcours professionnel. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition pour